séance du séminaire. Pour information, il n'y aura pas de séance les 2 prochains lundis, 24 et 31 octobre, puisque c'est les vacances de la Toussaint. La prochaine séance, c'est donc le 7 novembre. C'est Marion Nata, qui est élève ici à l'école et qui est une jeune doctorante, qui viendra parler de la fanfiction et plus précisément de ce qu'elle appelle les pathologies de la fanfiction, en envisageant la manière dont, face aux principes théoriques qui conditionnent notre rapport à la littérature, le fan fait figure de mauvais lecteur par excellence parce que c'est un lecteur qui écrit. Et puis le 14 novembre, ce sera Samia Meyers, qui est aussi élève à l'école et qui viendra nous parler de la littérature écrite par les ouvriers au début du XXe siècle. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Paul Bléton. Vous venez exprès de Montréal pour nous parler. Vous avez fait votre thèse sous la direction de Roland Barthes à l'école pratique des études, avant de partir au Canada, où vous avez enseigné notamment à McGill, et puis depuis plusieurs années vous êtes à la TELUC, qui est une université à distance. Durant votre carrière de chercheur, vous avez abordé une multiplicité de domaines, parmi lesquels la linguistique, la communication écrite et interculturelle, la philosophie du langage, et aussi, vous êtes spécialiste de littérature dite populaire et de bande dessinée, et vous avez beaucoup travaillé et publié notamment sur le roman d'espionnage, le roman policier, le roman d'amour, le roman de guerre, le roman de western, je crois que je n'en oublie pas, parmi les principaux. Et puis vous avez travaillé aussi sur beaucoup d'autres objets, comme la fiction radiophonique, je crois, et le rapport entre texte et image, avec notamment la bande dessinée. En ce qui me concerne, l'ouvrage par lequel je vous ai rencontré, et ça se lit comme un roman policier, qui aborde les mécaniques de la littérature sérielle, car, comme vous le rappelez, la littérature populaire ne fait pas que se produire en série, elle se consomme en série. Vous êtes également membre du réseau LPCM, Littérature populaire, culture médiatique, depuis sa fondation, et vous avez participé à plusieurs publications dans ce cadre, notamment des ouvrages collectifs comme le roman populaire en question, ou alors de l'écrit à l'écran. Et moi je suis très heureuse en tout cas de vous accueillir pour cette séance du séminaire. Je vous remercie d'avoir surtout bien voulu venir de Montréal tout exprès. Et donc aujourd'hui vous nous parlez d'illittérature, de mélodrame et d'adaptation. Exactement. Merci pour tous les compliments. C'est une brouette de compliments avec laquelle je commence. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait à l'altitude qui conviendrait en vous parlant aujourd'hui. J'ai qu'une seule excuse. Je vais vous présenter un truc qui n'a jamais été présenté encore. Et d'une certaine façon, c'est pour moi une occasion de tester quelques idées, certaines pas plus originales que ça, mais certaines, je ne vous dirai pas lesquelles, que je n'ai lues sous la plume de personne encore. Et je voudrais commencer. Alors, il faut d'abord que je vous demande un peu de compréhension. Comme il s'agit d'un texte dans lequel la partie érudite et les noms propres sont nombreux, je n'ai pas fait confiance à ma mémoire et je vais donc vous lire le texte plutôt que de l'improviser. J'espère que ça ne sera pas trop pénible. Si ça l'était, n'hésitez pas à m'interrompre. Comment dire, le mode de sociabilité universitaire canadien est beaucoup moins formel, disons, qu'en France. Donc n'hésitez pas, on est en plus très peu nombreux, ça permettra que vous fassiez entendre votre voix au milieu de ce que j'ai à vous raconter. Je vais commencer par 2 mots d'histoire un peu immodeste. Quand Luce m'avait demandé de quoi j'allais parler, je lui ai sorti ce néologisme d'illittérature. Elle avait accroché là-dessus en me disant « Ah, c'est ça qui m'intéresse ». J'ai changé un petit peu mon titre, non pas que je ne veuille pas parler d'illittérature, j'en parlerai, mais l'écriture a amené à faire un cadrage un petit peu plus large. Donc j'ai trouvé un titre plus ennuyeux, un peu plus plate, comme on dit au Québec, l'adaptation de la fiction populaire, petite histoire culturelle. Je vais commencer par 2 mots d'histoire un peu immodeste pour placer ce que je voudrais vous dire aujourd'hui dans le contexte des études sur la littérature populaire que j'ai connues durant ma carrière. La génération qui a précédé la mienne avait ouvert 3 fronts de taille
bien creusé, vieille taupe, pour dit Hamlet. Premier front, celui de la découverte et de la publicisation du corpus de la littérature populaire française, de ses acteurs, surtout les auteurs, avec un accent particulier sur le XIXe siècle. Deuxième front, celui de sa description thématique, avec comme retombée méthodologique l'usage plus fréquent de la notion de genre, elle-même de plus en plus délaissée par les études littéraires, peu portée à travailler sur la fiction populaire, y compris durant la période structuraliste, sémiologique et narratologique, censément socialement neutre quant au choix des corpus. Troisième front, l'affirmation souvent nécessairement et parfois naïvement militante de la légitimité, voire de l'intérêt d'un tel corpus, avec comme retombée méthodologique la problématique collante et peu productive de la définition de l'adjectif populaire et de ses acceptions. Sans grande originalité, j'ai hérité de cette notion de genre, commencé à décrire des corpus historiquement plus contemporains et peu, voire pas du tout fréquentés par l'université, comme le roman d'espionnage, pris conscience que des corpus illustrant l'imaginaire français de la conquête de l'Ouest ou l'imaginaire français de la guerre autorisaient à étudier ensemble belles lettres et feuilletons, Chateaubriand, Gustave Aimard et Pierre Pelot, ou alors Erckmann-Chatrian, la collection Gerfaut et Claude Simon, ingénument et progressivement découvert aussi l'importance d'autres idées comme celle de format, d'industrie et de marché du livre, de lectorat, etc. C'est lorsqu'il est apparu nécessaire de les faire converger et d'en former un faisceau, et dans le même geste de contourner les effets embourbants de la bannière populaire sur la réflexion, que je me suis tourné vers un autre noyau définitionnel double. Ce dont j'allais m'occuper, ça ne serait plus de la littérature populaire, mais de la littérature sérielle et de la culture médiatique. Malgré ces indéniables connotations bien moins lourdes toutefois que celles de populaire, littérature sérielle, comme item, avait pour avantage à la fois de désigner non plus des contenus, mais des processus, et de convoquer non plus une sociologie spontanée des publics, mais de contraindre à articuler un mode de production et un mode de consommation. Sur ce dernier point, comme les recherches n'abondaient pas, j'ai même consacré un essai que vous rappeliez juste tout à l'heure sur l'acte de lecture envisagé sous un angle cognitif. Quant à la notion de culture médiatique, alors je précise, c'était vraiment la lecture sérielle qui m'intéressait. J'ai interrogé des lecteurs sériels, des gens qui lisaient tout San Antonio, ou qui lisaient du Maigret, ou qui lisaient, bon, c'était ça mon objet d'étude. C'était pas tellement les entrevues qui étaient l'objet, mais elles étaient très prégnantes. J'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes en entrevue. Je ne voulais pas me servir dans le livre de ce que j'avais enregistré auprès d'eux. Ce que je voulais, c'était comprendre véritablement comment, dans l'intimité, dans le fort intérieur du lecteur, il y a quelque chose qui est différent quand on lit de manière sérielle. Et là, j'ai découvert aussi que la lecture, c'était pas si simple que ça. Les cognitivistes qui ressemblaient le plus à ce que je voulais faire, c'était plutôt du côté du monde de l'éducation qu'on les trouvait. Et la lecture du roman, pour eux, n'était pas un objet. Quant à la notion de culture médiatique, aujourd'hui, Dominique Khalifa suggère avec bonheur d'élargir en régime médiatique. Elle avait notamment pour avantage de faire sortir de la tête des chercheurs qu'ils avaient le choix seulement entre l'intériorisation du statut subalterne de leur objet et l'auto-affirmation de la légitimité du populaire. Non, la fiction populaire, ce n'est pas comme de la littérature, mais en moins bon. C'est bien plutôt l'invention romanesque traversant la culture médiatique, alors que le roman d'avant-garde français, depuis le début du XXe siècle, faisait tout pour s'en éloigner, et que l'art moyen du roman perpétuait les formules mimétiques mises au point par le réalisme du XIXe siècle. Oui, l'invention dans le roman sériel a au moins autant, sinon plus en commun avec d'autres inventions de la culture médiatique, cinéma, bande dessinée, télévision,
qu'avec le reste de la production romanesque. Bon, rassurez-vous, là je vais me rapprocher du thème que j'annonçais. L'emblème de la convergence de la fiction populaire et de sa sérialisation par la culture médiatique est l'énorme succès remporté par Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, paru en feuilleton dans un quotidien conservateur, le second le plus diffusé lors de la monarchie de Juillet, le Journal des débats, entre juin 1942 et octobre 1943. Or, si la notion de format est déterminante dans notre domaine, en réfléchissant à ce succès formant point de capiton, c'est-à-dire marquant aussi bien l'avenir que le passé, a surgi pour moi l'intuition qu'il ne peut exister que sur un tissu, ce point de capiton. Au lieu de focaliser sur la seule génération spontanée d'une œuvre déterminante, codante en quelque sorte, cette intuition conduit à la comprendre comme le moment clé d'une reconfiguration culturelle qui elle-même présuppose une ou plusieurs configurations antérieures. Donc ma question aujourd'hui, c'est qu'en serait-il donc des préalables de la fiction populaire, de la sérialité, de la culture pré-médiatique et de la place occupée chez elle par le romanesque, par l'invention romanesque. Donc j'ai trois grandes questions que je vous annonce maintenant. Est-ce que je vais arriver à le faire comme il faut? Si je double-clique là-dessus, ça ne marche pas. Voilà. C'est bien ça. Donc, trois questions. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à tenir dans les 2 heures la totalité de ces problématiques. Alors, au moins, vous les aurez vues annoncées une fois. Je me demande si le mélodrame constitue une illitterature. Je me demande si le mélodrame adaptateur, celui qui prend dans d'autres formes de récits, quelles que soient ses formes, ses thèmes, si ça a constitué une matrice culturelle, et si oui, qu'est-ce que ça a donné? Et puis troisième question, et pour le cinéma, que j'appelle ici le cinématographe, pour bien marquer qu'il s'agit du cinéma des origines, est-ce que par hasard, ce que je viendrai de vous exposer vaut aussi pour un média différent? Donc on va commencer par notre premier thème, la première question. Est-ce que le mélodrame est une illittérature? Je vous donne donc les 4 angles différents. Je commencerai par parler du moment mélodramatique, le moment où s'est cristallisé le mélodrame, d'un des effets qui était, et on va dire une de ses fonctions, qui était l'acculturation de publics différents, ce qui amène à l'idée que le mélodrame a pu être un point de jonction culturelle, et toujours fidèle à cette idée que du côté de la réception, on apprend toujours beaucoup de choses. J'élaborerai un petit peu sur cette thématique de la sensibilité et de la transparence. Alors, le moment mélodramatique. On pourrait représenter l'histoire du théâtre français de sa période classique au drame romantique par une belle courbe ascendante de la subjectivité discursive. Ces auteurs, quelle que soit la période, devaient réduire un effet pervers du théâtre de la subjectivité, les personnages assumant sur scène directement un jeu, poétiquement et psychologiquement complexifié, tendaient à effacer l'énonciation du dramaturge pour le spectateur. Bon, c'est une banalité, l'auteur ne monte pas directement sur scène pour raconter son histoire. C'était leur parole qui donnait au personnage une existence, quitte à ce que le déroulement de l'action puisse mettre en cause l'ajustement de leur discours et de leurs actions à leur identité. L'écrit imprimé allait restituer au dramaturge sa fonction, l'invention des personnages, et son statut, celui d'auteur, mettant dans l'ombre la pratique de création collective. Stratégie des dramaturges pour faire partie de la République des lettres. Nous sommes aussi des auteurs.
République des lettres, c'est-à-dire du livre imprimé, où les règles du jeu, différentes, allaient subir elles aussi d'importantes mutations. Ce n'est qu'à la création de l'Académie royale en 1777 que les auteurs devaient recevoir le droit d'échapper au système des corporations. Puis, l'abolition des privilèges, le 4 août 1789, permet de repenser à nouveau frais cette question. Les lois du 19 janvier 1791 sur le droit de représentation et du 19 juillet 1793 sur le droit des reproductions reconfigurent la conception de la propriété et de la rétribution des œuvres de l'esprit. S'institue un droit moral, perpétuel, inaliénable, imprescriptible, directement lié à l'artiste, pour une œuvre de pensée contribuant à l'essor culturel de la nation, lui permettant d'en maîtriser la diffusion et d'en faire respecter l'intégrité. Principes qui n'iront d'ailleurs pas sans susciter de farouches résistances, notamment de la part des comédiens et des directeurs de salles, à l'encontre de Beaumarchais et Framery, qui tentaient d'organiser entre eux la perception des droits. Cette individualisation libérale, au cœur de la nouvelle organisation des droits d'auteur, vient redoubler dans la sphère économique la courbe montante de la subjectivité. Pas surprenant que cette nouvelle codification libérale du droit d'auteur ait encouragé la courbe à grimper jusqu'au théâtre de la subjectivité romantique, à la fois expression de l'ego du dramaturge et moyen de s'enrichir et de se voir consacré. Ça, c'est l'état des choses en dehors du mélodrame. Si on disait que ça, ce serait toutefois oublier la divergence introduite dans cette courbe par le moment mélodramatique de cette histoire. Ce moment déplace sensiblement le projecteur de la subjectivité et de la propriété littéraire qui mettent l'auteur en vedette vers ce qui fait la singularité historique du théâtre de la Révolution, l'importance du public. Et ça serait mettre aussi à l'ombre la complication qu'il induit d'une toute autre courbe qui vient perturber la première. Avec la suppression du système des privilèges et bien des tâtonnements, un nouvel ordre économique libéral se met en place pour le théâtre, dans lequel les auteurs revendiquent des droits patrimoniaux sur leurs œuvres, financièrement mesurables, puisqu'ils reçoivent un pourcentage sur la recette, variable selon les théâtres, et des droits moraux qu'ils tentent d'exercer sur la mise en scène ou la distribution des rôles. Or, premier éloignement de la courbe de la subjectivité, la Révolution invente, alors la Révolution, c'est donc celle de 89, je ne vais pas le répéter, invente une théâtralisation du politique fondée sur un élargissement du public à la totalité du peuple, peuple avec un P majuscule, on s'entend. Mais surtout, second éloignement de la courbe de la subjectivité, derrière cette idéologie se profile l'émergence d'une nouvelle pratique culturelle de masse, une démocratisation du théâtre, à la fois en élargissant le public du théâtre, le répertoire des théâtres établis, mais aussi en suscitant pour ce nouveau public un répertoire nouveau. Cet autre théâtre populaire avait déjà une tradition sur le boulevard du crime. Vous êtes familier de l'histoire du théâtre du mélodrame, ou je vous fais un petit résumé historique? Bon, alors je vais y aller. C'était en 1759 que Jean-Baptiste Nicolet a fondé le théâtre des Grands Danseurs du Roi, qui deviendra le théâtre de la Gaîté en 1792 sur le boulevard du Temple. On peut dater de cette ouverture des théâtres du boulevard l'âge d'or du théâtre populaire pour la fréquentation du théâtre. La libéralisation révolutionnaire du système de ces théâtres, l'élargissement et le mélange des publics leur donnent en effet un impact démultiplicateur qui ne connaîtra son premier coup de frein qu'avec la reprise en main de ce développement par le régime autoritaire de Napoléon Ier en 1807. Les mélodrames représentent environ 10% de la production totale des pièces jouées entre 1800 et 1815 et 7,5% de celles qui ont été jouées entre 1816 et la Révolution en 1830. Troisième éloignement de la courbe de la subjectivité, le devenir littéraire des pièces de théâtre.
la notion de répertoire est complètement reconfigurée par la nouvelle donne. L'instance de consécration n'est plus la cour ou l'aréopage des connaisseurs, mais directement ce public constitué du tout venant. Certes, la réussite est encore une affaire de métier, dans laquelle la compréhension des règles du jeu de la consécration est déterminante, mais ces règles du jeu sont nouvelles, propres au boulevard du crime. Pour vous donner une idée, Zahir, la tragédie de Voltaire, créée en 1732, aura 52 représentations en 8 ans, ce qui est une performance moyenne pour la comédie française. Et une pièce au succès exceptionnel, comme Le mariage de Figaro, la comédie de Beaumarchais, créée en 1784, elle aura 72 représentations en 10 mois dans le même théâtre. Mais, de son vivant, Pixerécourt a été joué 30 000 fois. Pixerécourt, qui est le fondateur, en quelque sorte, de cette nouvelle forme théâtrale, le mélodrame. Donc il faut garder cette considération quantitative. Je sais que quand on fait de la littérature, ce n'est pas la chose la mieux venue au monde, mais il faut quand même le conserver en tête pour considérer l'impact sur le public. J'ai aussi glissé ça parce que je voudrais quand même en venir tout à l'heure aux effets que ça a pu avoir ultérieurement, bien après le mélodrame, le quantitatif et la littérature populaire, ça va vraiment ensemble. La nouvelle donne a un effet à long terme. Les théâtres du boulevard du crime ont besoin d'un approvisionnement régulier en pièces, régulier et d'autant plus abondant que les théâtres pratiquent l'abonnement pour fidéliser leur clientèle. Le qualitatif de l'inspiration, en tant qu'exploration de la subjectivité, le cède au quantitatif lié à la rapide obsolescence des pièces, et comme ces dernières se multiplient, à une claire perception par les auteurs et leur public des lois propres à ce nouveau genre. Le processus de conservation est complètement reconfiguré, lui aussi. Le boulevard du crime sécrète un appareil de conservation, une proto-organisation sérielle parasite, agente de marchandisation, une phalange d'éditeurs spécialisés dans la publication de pièces de théâtre. Généralement, c'était des brefs fascicules in-12, souvent d'une quarantaine de pages, dont la distribution s'effectuait chez l'éditeur-libraire ou directement dans le théâtre, le plus important d'entre eux étant ce monsieur, Jean-Nicolas Barba. Les classiques du boulevard sont consacrés par le seul succès populaire et renvoyés à l'inanité une fois changé le goût du public. La mesure du succès se fait par le nombre de représentations, la longévité de la pièce, le nombre de rééditions. Un succès peut être prolongé par des troupes ambulantes ou des théâtres locaux sur des scènes de province. Sur 1476 représentations de Kellina ou L'Enfant du Mystère de Pixerécourt, une pièce qui date de 1798, donc je rappelle le chiffre, 1476, seuls 378 ont été joués à Paris. Le total, c'était à peu près 1,5 million de spectateurs. Quant à la longévité aux rééditions, la célèbre adaptation par La Martelière de l'emblématique pièce de Schiller Robert, chef de brigand, qui date de 93. Alors, je pense que j'avais trouvé quelque chose. Hein. Voilà donc Pixerécourt. Il s'était planqué pendant une partie de la Révolution. C'était un noble de la région de Nancy, qui était parti avec l'armée blanche en Allemagne. Et puis il était quand même revenu, la carrière militaire ne lui plaisait pas tellement, donc il était revenu en se planquant à Paris, et il lui fallait gagner sa vie, puisqu'il ne pouvait plus bénéficier des privilèges que vous donnait le régime précédent, quand on était un aristocrate. Donc il a vécu de ce qu'il savait faire, il savait écrire, et il a fait du théâtre. Alors donc, La Martelière avait pris une pièce de Schiller, une pièce allemande, et qu'il avait traduite et adaptée. Il avait obtenu son premier et très large succès public pendant ses 2 premières années à Paris et en province, auquel la Convention avait ajouté une utilisation propagandiste
en la faisant notamment jouer aux armées. Succès prolongé par réédition, contrefaçon et traduction. Sa carrière, certes clignotante, la carrière de cette pièce, pas juste de cet auteur, ne s'en poursuivra pas moins jusqu'à la Restauration, voire dans les théâtres de marionnettes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le moment même choisi par Pixérécourt pour passer à la postérité en publiant les 4 tomes de son théâtre choisi en 1841 à 1843 est révélateur, non pas durant la longue carrière qui lui avait valu son immense succès, mais après l'incendie de son théâtre de la Gaîté en 1835 et sa ruine consécutive. Contrepoint spectaculaire qui confirmerait que son mélodrame avait commencé à passer de mode. Enfin, 4e éloignement de la courbe de la subjectivité, la pédagogie théâtrale visant à faire intérioriser des valeurs universelles. La concurrence sur le boulevard du crime explique la rapide obsolescence des pièces individuelles, sauf le quelques classiques, mais aussi la forte stabilité initiale du genre. Cette stabilité se décline, elle est d'une part morphologique, c'est la fixation des types du genre, de son personnel en quelque sorte. La stabilité est aussi syntagmatique, c'est toujours l'enchaînement de 3 moments, l'affirmation du lien, la catastrophe disjonctive et une réparation finale. Et enfin, stabilité sémantique, au lieu de se placer sur la courbe allant de l'exploration de la subjectivité pour arriver à la mise en scène de la contradiction entre unique et société, propre au théâtre romantique, le mélodrame de première génération s'institue en magistère éthique, promouvant une axiologie fondée sur le respect de la hiérarchie, de l'Église et de la famille. Sorte de captation laïque de la morale religieuse, sorte de théâtralisation de ces valeurs pour remplacer les cérémonies du culte. Je vais sauter un petit quelque chose et vous parler maintenant de l'acculturation des publics, qui était donc une des fonctions parfois extrêmement conscientes chez les mélodramaturges. Critère clé pour distinguer un tel moment mélodramatique, le public de la Révolution à la Restauration se caractérise par 3 traits interdépendants. Son élargissement, son hétérogénéité sociale et son hétérogénéité socio-linguistique et culturelle. Effet direct de la suppression des privilèges et de l'engouement des Parisiens pour le théâtre, on compte 51 salles à Paris à la fin du XVIIIe siècle et 200, le nombre de théâtres créés entre 1798 et 1806, chez les marchands de vin, dans les cafés, dans les cours. Il y a quelques gravures qui sont vraiment intéressantes. Chez le Bougna du coin, vous aviez les 2 barils de vin, quelques planches dessus, et puis le comédien ou les comédiens montaient et jouaient leurs pièces. Au début de la Restauration, les agences de théâtre commencent à fournir costumes, décors, accessoires, cahiers de mise en scène et listes d'acteurs aux troupes et aux directeurs de salles qui voudraient monter des pièces créées à Paris. Dominique Leroy, un historien du théâtre, confirme cet accroissement par l'augmentation régulière des recettes de l'Empire à la fin de la Restauration, plus rapide que l'accroissement soutenu de la population de la ville à cette période. Selon un autre historien, Pierre Franz, un autre historien du théâtre, je le cite, « Si la hiérarchie des salles de théâtre, des publics et des genres ne disparaît pas, elle est constamment et significativement bouleversée. » Fin de la citation, depuis la Révolution. Public populaire venant se distinguer au Théâtre de la République, qui était le nouveau nom de l'ex-théâtre français, ou public raffiné venant s'encanailler sur les théâtres du boulevard. Ce nouveau public n'est pas encore acculturé au protocole de la représentation élaboré depuis un siècle. Le 4e mur de la salle à l'italienne n'existant pas pour lui, ce nouveau public est spectateur d'une action, mais pas d'une fiction. Et évidemment, ils viennent attendre les méchants à la sortie pour leur faire un mauvais sort. Devant la naïveté de ces réactions, le théâtre doit s'ajuster.
L'acteur doit composer avec la nouvelle donne, établir une complicité avec ce public par le mot, improvisé ou souligné, quelles qu'aient été d'ailleurs les intentions de l'auteur, souligné aussi par le jeu et souligné par le costume. Ce qui aiguise une écoute maligne, prête à saisir toute allusion à l'actualité. Après la brève redifférenciation du public sous le Directoire, le mélodrame sous l'Empire mélangera de nouveau les publics, prompts eux aussi à l'écoute maligne. La recherche du divertissement avait favorisé un genre, la comédie, mais aussi, plus généralement, le plaisir des yeux. L'acculturation du public populaire allait s'opérer par la soumission aux nécessités du spectacle et de son dispositif de monstration. L'émergence du mélodrame se caractérise moins par la miraculeuse adéquation d'un genre à son public, par une communion dans l'irrationnel, que par une maîtrise enfin accomplie de l'illusion et de ses prestiges. Ça, ce sont des mots de Franz. Reprise en main du public, non pas directement politique, mais aussi éthico-esthétique. Maîtrise d'une illusion bien éloignée des modèles du théâtre antique, prônés par les Lumières et les élites de la Révolution. Ce public ignore la culture lettrée. L'élargissement sociologique manifeste de la demande du théâtre ne serait-elle pas, plus généralement, une demande de fiction? Le spectacle théâtral ne serait-il pas le substitut à une pratique encore mal, voire pas acquise, de la lecture, notamment de la lecture de romans? Cet élargissement sociologique du public englobe effectivement deux ensembles différents. D'un côté, les lecteurs n'ayant pas les moyens de se procurer les romans, ils sont encore très chers, et les illettrés, ils sont encore nombreux. Les données à ce dernier sujet sont floues et fortes les disparités sociales ou régionales en matière d'alphabétisation en France. L'école de la loi Donou, je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas Donou, mais l'auteur de Robert, chef de brigand, le romancier. Ah non, pardon, voilà c'est ça, oui. La gravure d'un des acteurs de ce Robert, chef de brigand, la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et voici M. Donou. Donc, qui était un ministre, son école, la conception de l'école qu'il avait, c'était plus celle de, comment dire, l'élitisme républicain que l'instruction de masse. L'école de l'Empire ne modifiera d'ailleurs pas tellement la donne. Dans la France entière, 40% de la population est alphabétisée vers 1800, 50% vers 1830, et à la même époque, 80% à Paris, si on va de 1817, disons, jusqu'à 1856. Donc une forte disparité d'alphabétisation. Toutefois, le critère de l'alphabétisation, c'était savoir signer son nom sur un acte de mariage, semble bien insuffisant pour mesurer la capacité de lire un roman. Par ailleurs, il faut rappeler la précarité des revenus des maîtres d'école jusqu'en 1833, la modestie des efforts de l'État en éducation et l'incertitude quant à la qualité de l'enseignement qui était dispensé. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Parce que, point de jonction d'un public accoutumé au théâtre et de ce nouveau public peu lettré, voire complètement illettré, le mélodrame se comprend à partir de deux perspectives complètement différentes. Pour les habitués, dans le continuum des genres théâtraux, ceux qui étaient reçus à cette époque, drame un peu, là, qui commençait, mais surtout le théâtre classique, la comédie et la tragédie. Ces genres sont agencés en une hiérarchie dominée par la tragédie. Pour le nouveau public, dans le continuum des différents types de spectacles sur les planches du boulevard du Temple, c'est
Donc quelque chose de complètement différent, pas du tout une représentation. Alors là, je vous ai trouvé une des premières photographies. C'est pas juste la première photographie du boulevard du Temple, c'est une des premières photographies dans l'histoire de la photo. Il avait cette physionomie en 1833. Donc c'est évalué dans un continuum et plus du tout dans une pyramide. Qu'est-ce que c'est ce continuum? À partir des spectacles de battleurs de foire, s'étaient inventées des formes de spectacles dans lesquels s'immisçait le récit. Le cirque olympique des Franconis, à partir de son privilège pour les spectacles équestres, s'étendra petit à petit vers des formes narratives, jusqu'à présenter en pantomime des histoires bien connues ou issues de la culture lettrée, comme Macbeth, Barbe Bleue, Don Quichotte, Atala et Chactas, Ugolin, Geneviève de Brabant, etc. Mais s'inventent aussi des formes de spectacles dans lesquelles s'immisce la fiction, sous forme d'autres mondes, comme la féerie, ou la musique, comme le vaudeville et le mélodrame. Le mélodrame du boulevard du crime allait largement relever du spectacle, entremêlant théâtre, musique, mais initialement elle n'était pas chantée, gestuelle codifiée et pantomime. Ces nouvelles formes auront parfois une longue postérité, comme le mélodrame ou le vaudeville, mais aussi une réelle importance dans l'histoire du théâtre. Ainsi, par les féeries, le langage est ramené de sa position jusque-là hégémonique dans le théâtre, si on accepte le théâtre italien, à une position plus modeste, du même rang que la danse, que la pantomime, que la scénographie ou que les décors à machine. Je passe à mon troisième petit point, le mélodrame comme point de jonction. Entendons-le bien comme point de jonction du public de théâtre et de ce nouveau public pas encore acculturé, émané de la Révolution, public très diversifié du boulevard du crime, venu aussi bien en voisin des quartiers Saint-Méry, entre les rues Rambuteau et la Seine, et entre la rue des Archives et le Châtelet, et du quartier Saint-Avoire, entre les rues Rambuteau et Gravilliers, et les rues des Archives et du boulevard Sébastopol. Il venait aussi bien de ces quartiers tout à fait voisins que de la rive gauche, mais aussi des beaux quartiers, du quartier latin, du peuple, que des nouvelles élites, des militaires que des affairistes, tentant de concilier leurs origines sociales et la codification aristocratique de leur nouveau décorum. Entendons-le aussi comme point de jonction de la culture lettrée et de la culture qui ne l'est pas. J'écris pour ceux qui ne savent pas lire. Ça, c'est Pixoricourt qui écrivait ça. Pour lui, son théâtre était explicitement une littérature pour illettrés, plaisant de surcroît aux autres. Pour ces illettrés, le spectacle théâtral se substitue à la lecture de romans. Seuls les lettrés pouvaient combler cette demande qui, en fait, se trouvait aux confins verbaux des spectacles de foire, à la fois dans le contexte esthétique et technique du développement du théâtre, le contexte politique du jeu de chat et de la souris des amuseurs forains avec les théâtres à privilèges, et la dynamique de la longue coexistence des illettrés avec l'imprimé. Le mélodrame comme point de jonction, donc. Entendons-le enfin comme l'un des claviers de l'inspiration d'écrivains, bousculés par des changements politiques et des incertitudes esthétiques, à la recherche d'une formule heureuse. À ce propos, alors je vais changer de période, vous allez le voir avec mon illustration. Alcuin. Je rappelle une formulation qui est tirée de la Patrologia Latina, qui avait été reprise par Alcuin, animateur anglais de l'Académie palatine de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, promoteur médiéval des arts libéraux et promoteur de la transmission écrite de la culture latine. Alors, c'était quoi sa phrase? Pictura, illiterato, literatura. Un petit mot de contexte. Lors du synode de Francfort en 1794, organisé par Charlemagne, il avait été envisagé de prier dans les langues vernaculaires. Sur cette ligne, certes clair moteur de la Renaissance carolingienne,
Alcuin ne s'en préoccupait pas moins des analphabètes. Contre les iconoclastes et l'Église d'Orient, mais sans tomber dans la superstition iconodule, il avait défendu les fresques dans les églises, cette peinture comme littérature pour illettrés. Pictora, illiterato, literato. Dans un sens un petit peu différent, je reprends cette notion d'illittérature pour désigner cette catastrophe dans la topologie de la culture analphabète provoquée par la proximité non conflictuelle d'une culture lettrée, voire même son assimilation par des gens qui restent illettrés. Cette circonstance générale du mélodrame, comme point de jonction, placerait l'adaptation théâtrale sous un nouvel éclairage. Theatrum, illiterato, literatura. Comprendre l'adaptation dans le mélodrame à cette époque comme l'une des stratégies de conversion de la culture lettrée vers une culture qui ne l'était pas. Stratégie peut-être cruciale, puisque plus que d'autres, et même si la pratique du recyclage n'est évidemment pas spécifique au théâtre populaire, elle emblématise le mouvement de convergence de ces cultures, selon les auteurs lettrés, et sa résultante à l'intersection, une encyclopédie commune aux auteurs et à leur public hétérogène. Si je reprends les données du problème pour les auteurs, le mélodrame trouve sa pertinence sociale dans une représentation de l'acculturation urbaine de ces publics, confortant leur représentation spontanée croisée dans son exotisme social, transposant plus exactement l'acculturation des néo-parisiens dans un exotisme géoculturel, leur déterrant des racines communes dans son exotisme historique. Je nommerai le geste mélodramaturgique par excellence face à ce monde inépuisable et à la diversité de ses cultures, la réduction carcassienne. Dans la philosophie spontanée des mélodramaturges en matière de création, cette réduction pour la scène découle d'une conception scripturale forte, d'une relation esthétique stable entre le monde, son écriture mélodramaturgique, sa représentation scénique et son public. Qu'est-ce que c'est cette philosophie spontanée? C'est l'hégémonie de la carcasse, de la charpente du drame. Strate générative, d'où se commandent les emplois. Même si le théâtre antérieur en connaissait, c'est lors de sa reconfiguration révolutionnaire que les emplois se sont systématisés à la fois pour la gestion des troupes et pour le niveau morphologique de la grammaire générative de l'écriture dramatique. Alors les emplois, je vous rappelle, c'est père noble, jeune premier, premier comique, ingénu, grande coquette, jeune première, etc., etc. Le système de personnages propre au mélodrame correspond à une spécialisation de ce niveau morphologique. Tout en fantasmant sa maîtrise sur toutes les histoires préexistantes qu'il peut s'approprier grâce à son tour de main de carcassier et de dialoguiste, tout en inventant un monde de production rentable pour lui, le mélodramaturge doit non seulement tenir compte des contraintes matérielles de la scène pour laquelle il écrit, et des tentations du spectaculaire propres à chaque théâtre du boulevard du crime, son milieu concurrentiel. Il doit aussi illustrer une forme aisément reconnaissable et séduisante pour un public hétérogène, attirer le chaland en se démarquant, tout en respectant les lois du genre. Pour sa syntaxe narrative, l'intrigue règne, l'alternance d'action et de tableaux, les phases obligées des infortunes de la vertu. Pour sa morphologie, son personnel avec ses emplois conventionnels. Pour sa sémantique, un univers fictionnel rempli de signes, d'emblèmes aisément reconnaissables, interprétables par le public. Un spectateur peu acculturé encore au mélodrame, quand il voit arriver sur scène un personnage qui porte, un homme qui porte un grand chapeau avec une plume qui lui cache les yeux et qui tient sa cape comme ça, il sait que c'est le méchant. Il n'y a pas besoin d'interpréter longtemps. Pour son contexte esthétique, une cohabitation du texte, du spectacle et de la ponctuation musicale. Pour son public, une esthétique et des valeurs convergentes, rassembleuses.
En plus, la réussite de Pixel-Récourt aidera à figer, à codifier le genre. Quelques mots maintenant sur la sensibilité et la transparence. Le mélodrame, donc, invente le grand public. Qu'est-ce que c'est le grand public? C'est de rassembler des classes disparates d'une société ne disposant plus de sa hiérarchie habituelle, ni de ses repères traditionnels, au spectacle d'une même sensibilité. Le pathétique mélodramatique, parce qu'il prend le corps comme support d'une gestuelle permettant de socialiser la douleur du cœur, va au-delà d'une expression imprimée qui avait précédé le mélodrame. Ce prédécesseur, c'était les mémoires d'avocats qui portaient leur cause sur la place publique à la fin du XVIIIe siècle. La sensibilité, passant du prétoire au théâtre, se cristallise dans la figure de l'innocente injustement persécutée. N'est-ce pas là, entre opinion publique et boulevard du crime, dans cette émergence de la sensibilité, dans la construction du pathétique mis en spectacle, dans la recherche de l'empathie, plutôt que dans un mimétisme du pauvre présupposant le roman réaliste, qu'il faudrait situer la mutation déterminante du roman. Ce sont les différences de solutions narratologiques à l'abandon de l'ironie du roman du XVIIIe siècle qui auront constitué l'embranchement. D'un côté, celle mimétique de la culture lettrée, de l'autre, celle pathétique de l'illittérature, de la fiction lettrée saisie par le spectacle. Un exemple, le Tekeli de Pixel-Récourt ne se contente pas de réduire la masse narrative des 4 volumes de Pigault-Lebrun. Je vais vous le montrer, le Pigault-Lebrun. C'est génial, Wikipédia. Alors qu'auparavant, c'était la croix et la bannière pour trouver des illustrations, vous pouvez avoir donc le portrait de ce monsieur Pigault-Lebrun. Il avait écrit un roman publié en 4 volumes, publié en 97 et 1797-98, Les Barons de Felsheim. Le transfert sous le titre de Tekeli sur la scène mélodramatique par Pixel-Récourt, c'est pas juste de réduire cette masse narrative, c'est aussi d'en désamorcer tout ce qui pourrait ressembler à de l'ironie. Alors que dans le roman, c'est ça qui constitue le noyau du roman. Cette problématique de l'ajustement des deux cultures, lettrées et non lettrées, de l'encyclopédie, commune ou non à tous les spectateurs, indique assez qu'il faut aussi subordonner l'importance poétique du respect de la règle des 3 unités que Pixel-Récourt insistait pour conserver dans le mélodrame. Donc il faut resituer cette importance du respect de la règle des 3 unités à la perspective générale de la réception. C'est du point de vue du public que se comprend la réduction, la propension à la simplification monologisante de la diversité du monde. Pour le bénéfice de l'amateur de mélodrame, le genre met en place un faisceau de stratégies visant à rendre la pièce saisissante, mais en même temps transparente. Avec ça, j'ai fait presque 1 heure. Accepteriez-vous qu'on interrompe pendant quelques minutes? Voilà. Donc je pense qu'avec le temps que j'ai pris pour faire ça, vous n'aurez pas droit au cinéma. Tant pis pour vous. Mais tout de suite, après cette petite pause, on va parler donc de matrice culturelle. Bien, alors, deuxième étape, on va essayer de regarder cette fois-ci l'adaptation telle que les mélodramaturges la pratiquent, comme un ensemble de pratiques qui s'est cristallisé et qui, d'une certaine façon, à cause de la cristallisation, est devenu suffisamment solide pour servir de matrice culturelle. La littérature populaire, sérielle, c'est d'une certaine façon inspiré de pratiques qui étaient déjà là avant elle. C'est donc pas simplement parce qu'on a inventé le roman feuilleton, qu'on a inventé un format, que cette littérature populaire a commencé à fonctionner. Elle reposait en quelque sorte sur ce qu'un Kantien appellerait des conditions de possibilité. Il y avait quelque chose qui avait été fait auparavant et qui était récupérable. Alors je vais essayer de décrire
cette idée de la matrice culturelle du mélodrame en prenant 4 pistes différentes. D'une part, le mélodrame comme une communication. Je vais essayer de décrire sa configuration. 2, des opérations qu'on dit être celles de l'adaptation, qui est la première, ce serait l'extraction d'un ensemble narratif et sa transposition sur la scène. La deuxième, on appelle ça la simplification. J'en ai parlé tout à l'heure, un peu. Mais là, je vais me poser la question sur cette idée de simplification. Et enfin, une fois que les choses se sont mises en place, il faudrait dire qu'est-ce que c'est la configuration matricielle, qu'est-ce que c'est cette nouvelle configuration qui servira ultérieurement après le mélodrame. Voilà. Bon, à partir d'ici, pour la suite, voilà mon hypothèse. Je vous l'ai dit en quelques mots. Lors de l'Empire, le Premier Empire, la configuration de la première génération du mélodrame, fondée sur l'illittérature, aurait mis en place une matrice culturelle affectant le développement ultérieur, aussi bien de la fiction populaire que de l'adaptation. Dans cette perspective, je vous propose maintenant de considérer le geste adaptateur dans sa dimension technique, geste convertisseur de fiction imprimée en mélodrame, peut-être pas si simplet qu'il est souvent considéré. Donc la configuration communicationnelle. Penser l'adaptation exige de ne pas en rester au niveau de généralité des lois du genre, celui du récit source et du mélodrame cible, ni même de s'en tenir à la seule problématique spontanée de la fidélité relative de l'œuvre adaptée à son modèle, avec sa logique de conservation, qualitativement évaluée ou quantitativement mesurée. Il convient en effet de recadrer loi du genre et fidélité pour qualifier leur pertinence, leur trouver une place appropriée. À propos de la facilité à imposer des règles censées contenir l'invention, notons que cette propension de Pixerécourt a une double valence. Pour lui, ses collègues et les spectateurs lettrés, il s'agit de fonder le mélodrame dans le même sérieux architectonique que la tragédie classique, avec ses unités de lieu, de temps et d'action, alors que ses spectateurs non lettrés peuvent y reconnaître la fonction de la répétition dans la tradition orale du conte. De même, toute problématique de l'adaptation doit tenir compte d'une double perspective, du spectateur et de l'adaptateur. Pour s'en tenir à l'encyclopédie du spectateur, à ce qu'il sait, encyclopédie, alors je le précise, là c'est dans le sens d'Umberto Eco de Lector in Fabula, ce qu'il sait à propos de l'histoire et qui a une pertinence pour interpréter cette histoire. Pour s'en tenir à l'encyclopédie du spectateur, à ce qu'il sait avant même la représentation et à l'incidence sur son acte de réception du statut d'adaptation de la pièce qu'il s'apprête à voir, il nous faut immédiatement une représentation scalaire et prévoir que, 1. Il peut ignorer que la pièce qu'il voit est une adaptation. 2. Il peut ignorer l'original de la pièce à laquelle il assiste. 3. Il peut avoir une vague idée de l'original, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir une ferme opinion sur la fidélité de l'adaptation. Ainsi, sans avoir lu Daniel Defoe, lorsqu'il va voir le Robinson Crusoe de Pixerécourt en 1805, il s'attend aux vêtements en peau de chèvre de Robinson, depuis longtemps popularisés par des gravures. 4. Au-delà de la seule notoriété de l'histoire, mais toujours sans l'avoir lu, il peut avoir une idée plus précise de l'original, voire le connaître indirectement à travers une adaptation antérieure. En ce cas, le spectateur s'attend à un type d'intrigue, voire même à quelques scènes spécifiques. 5e cas de figure possible, ayant lu l'original, il peut être à même de mesurer la fidélité, de comparer l'intérêt de chacune des deux versions. 6e cas,
il peut être à même de comparer l'intérêt de plusieurs adaptations d'un même original, qu'ils connaissent ou non cet original. En connaissant ou non Abellino, der große Bandit de Schocke, le roman ou le drame, il peut ainsi comparer les traductions-adaptations du drame. La première, Abellino ou le grand bandit, de La Martelière en 1799, Abellino ou le héros vénitien de Chazépère en 1801, et l'adaptation plus éloignée du Pixérécourt, L'homme à trois visages ou le proscrit de Venise en 1801 aussi. J'aime beaucoup cette pièce de théâtre parce que apparaît sur scène, quand on parle de facilité, hein, apparaît sur scène un personnage, non, trois personnages, dont le spectateur doit savoir très vite, mais sans qu'on lui donne des indices particuliers, qu'en fait c'est la même personne qui est cachée dedans. Donc vous avez deux personnages masqués, puis le dernier qui apparaît avec son véritable visage, et le spectateur doit avoir, sans qu'on le lui dise, sans que ça passe par le verbe, il doit avoir l'intuition que peut-être c'est le même. Quand on dit que le théâtre populaire ou la littérature populaire, c'est des trucs qui sont faciles, oui, mais pas toujours. Il y a parfois ces espèces de petites subtilités qui passent, alors ici, qui passent par d'autres sémiotiques. Quant à la position d'intermédiaire occupée par l'adaptateur, elle peut être plus ou moins exhibée entre oubli complet et mention de l'original dans le titre, là où il jouxte le nom de l'auteur, mention réticente ou mention explicite, en passant par les aveux d'adaptation publiés dans des textes d'accompagnement adressés à un public différent de celui des mélodrames. Fierté a posteriori de Pixérécourt ou de ses préfaciers pour ses adaptations, formulées à plusieurs reprises dans les lettres de ses turiféraires et dans les notices qu'il rédige pour son propre théâtre choisi, fierté dépassée par la prétention d'un Arlincourt qui se targue en toute simplicité, dans une lettre contemporaine, d'accepter d'être adapté pour sauver le boulevard du crime. Lisez Darlincourt, il n'est pas réédité, mais lui, vraiment, il en a publié beaucoup. C'était un spécialiste de littérature scandaleuse. Il aimait beaucoup l'histoire de France, qu'il relisait à travers des filtres assez amusants. On n'est véritablement pas très très loin des gazettes actuelles qui racontent la vie des vedettes. Et c'était en plus un type un peu parano qui avait des théories du complot vraiment gratinées. Il écrit mal comme c'est impossible, mais ça vaudrait la peine, puisque vous cherchez éventuellement des manuscrits, ça vaudrait la peine d'aller puiser chez lui. C'est pas d'ailleurs avec lui qu'un éditeur peut devenir riche, parce que ses livres sont d'habitude vraiment pesants. Il y avait aussi des affiches, sans doute, mais aussi des publications qui rendaient souvent explicite le statut d'adaptation de la pièce. Par exemple, Elmonde, ou la fille de l'hospice, de Pesset, précise en sous-titre « Mélodrame en 3 actes, mêlé de chants et de danses, imité du roman de Monsieur Ducret-Duménil ». La page titre de La sorcière ou l'orphelin écossais de Ducange et du Petit Méret indique en sous-titre « Mélodrame en 3 actes et en prose, tiré de, il faut le prononcer à la française, Walter Scott ». Il y a un trait d'union entre les deux. En revanche, bien ténu devait être le nombre d'aficionados du boulevard capables de reconnaître dans le Fanal de Messine, en 1812, une pièce de Pixérécourt à multiples rebondissements, à abordage par les pirates, à tempête et à nombreux personnages, non seulement Frosine et Mélidore, un drame lyrique de Méhul, en 1714, donc dans ce drame lyrique, le librettiste avait pourvu l'histoire d'une fin heureuse pour l'opéra comique, alors qu'il y avait un original qui datait de 1772 de Gentil Bernard, qui s'intitulait Frosine et Mélidore aussi, qui lui se terminait vraiment très très mal. C'était le tragique poème du destin de cette amoureuse capable de rejoindre Mélidore, son bien-aimé,
en traversant le détroit de Messine, mais qui évidemment y coulera, victime de l'amour incestueux et jaloux de ses frères, qui avaient trouvé des systèmes avec le fanal pour la conduire au mauvais endroit. Ce poème-là renversait lui-même les amours grecs et tragiques de Léo et Léandre, rapportés par Ovide dans les Héroïdes, intertexte encore bien plus obscur pour les spectateurs du mélodrame. Ironiquement d'ailleurs, ces spectateurs connaissaient une image de ce monsieur. Alors attendez, je vais lui trouver sa trombine. Ça c'était notre homme aux trois visages, ça c'est un de ses visages. Mais ça, je dois dire, je trouve ça adorable. Alors essayez de faire la description de ce que vous voyez. On a donc la mer qui se trouve dans le fond d'un côté, et puis une caverne avec un feu. On est à l'extérieur. C'est vraisemblablement une lune qu'on voit apparaître à travers les nuages. Et puis là, pour décrire les personnages, ça devient plus compliqué parce qu'il faudrait nommer ces types. Alors si j'essaie de les nommer, je me dis une sorte de Dracula qui a trouvé une pulpeuse, alors si elle est nageuse peut-être, parce qu'elle a les pieds dans l'eau, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais le spectateur, lui, il a déjà vu cette image, et il a en tête, dans son encyclopédie, de quoi interpréter ce qu'il va voir. Ironiquement donc, c'est par l'image que cette histoire est restée célèbre, par l'une des planches gravées à l'eau forte de Pierre-Paul Prud'hon, dont le titre, alors je vous le donne en entier, là, Frosine, ayant traversé les flots à la nage, aborde au rocher de l'Ermitage qu'habite Mélidore. Ah, donc c'était pas Dracula, c'était un ermitage. Ah bon. Et évidemment, ce titre passe complètement sous silence ce que voit le spectateur de l'image, la nuit, les sombres flots, l'iconique nudité abandonnée de la pulpeuse nageuse et le déguisement de moine de Mélidore qui vient de la tirer inconsciente de l'eau. Bon, comment fait-on des adaptations? Ben, on fait de l'extraction. Si pour le lecteur ou le spectateur, l'original peut apparaître en filigrane, c'est un palimpseste, pour l'adaptateur, sa pièce est un hybride. La rencontre qu'il a machinée d'un original, romanesque ou non, avec des contraintes de la scène, de sa conception du théâtre, voire plus spécifiquement des lois du genre mélodramatique ou des aléas de la compétition sur le boulevard du crime. Je vais prendre un exemple. C'est l'histoire de 4 Espagnols, un roman. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose de bien beau, là, mais je vais quand même vous montrer ça. Alors, l'histoire de 4 Espagnols, ça a été publié en 1801 par Galard de Montjoie, et c'est devenu, sous la plume d'un adaptateur, Quénier, un adaptateur qui a beaucoup écrit, l'ermite du Mont Posilippe. Le spectateur est explicitement informé de la relation entre les deux œuvres. Le texte du mélodrame paru chez Barba la même année précise « Mélodrame en 3 actes » tiré du roman « Les 4 Espagnols ». Quénier extrait tout d'abord une brève intrigue d'un roman extrêmement touffu et foisonnant en 4 volumes. Alors que le mélodrame, lui, il tient en 63 pages. Par exemple, dans l'original et dans son adaptation se retrouve l'amour de Fernand pour Joséphine, la quête de cette dernière pour retrouver et faire réhabiliter César de Souza. Dans la pièce, elle s'articule selon le schème mélodramatique des personnages obligés, et l'amour de Fernand pour Joséphine est immédiatement partagé, contrairement à la longue attente qui est la sienne chez Galard dans le roman. Dans le roman, l'intrigue réactionnelle est celle des amours contrariés de Fernand pour Joséphine. C'est par rapport à elle que se hiérarchisent tous les autres épisodes dans l'acte de lecture. Cette extraction implique une suppression de matière narrative, dont la plus évidente est macro-compositionnelle. De nombreuses intrigues secondaires sont abandonnées, tout comme sont relégués des développements thématiques. Ainsi, la pièce abandonne
tout ce qui concerne la jalousie, thème pourtant crucial chez Galard, et délaisse la plus secrète quasi-endogamie des bons et leur libido quasi-incestueuse entre Fernand et sa sœur Rosalie, et quasi-homosexuelle entre Fernand et Don Carlos. Alors ça aussi, c'est un roman qui vaut vraiment la peine d'être lu, vous l'aurez compris. La suppression de matière narrative s'effectue aussi à un tout autre niveau de macro-écriture. Moment pivot du roman, puisque le prétendu ermite du nom Posilip, démasqué comme César de Souza, condamné en fuite, qui n'était jusque-là que le référent de récit des autres personnages, ne bénéficie plus seulement des préjugés favorables de sa fille Joséphine et de sa sœur Charlotte. Il n'est plus la victime d'une injuste condamnation pour un crime encore vague pour le lecteur. Il témoigne, dans la pièce de théâtre, pour la première fois, de ce qui s'est passé, sans toutefois pouvoir dénoncer le vrai coupable du meurtre de son ami Joseph de la Poterie. Et son témoignage semble convaincre de son innocence Don Pedro, pourtant sévère ambassadeur d'Espagne à Naples, lancé à sa poursuite. À ce moment du roman, les lettres, qui sont le véhicule narratif de l'histoire dans le roman, tendent à devenir de plus en plus prolixes. Par exemple, il en faut deux à Fernand, une de 20 pages et l'autre de 90 pages, pour raconter ce témoignage à son correspondant. Il rapporte les circonstances de la confrontation à laquelle, en tant que secrétaire de Pedro, il a assisté. Puis en style direct, voilà l'accusation rapportée par Don Pedro, la proximité du lieu du meurtre et de la propriété de César de Souza, la robe de chambre de César sur la victime, le chiffre de César sur le couteau homicide, le testament de Joseph faisant de César son légataire universel. Tout ça est interprété évidemment avec la maxime qui prodest. Enfin, toujours en style direct, voilà un sommaire, l'histoire de la vie de César, son statut de père de Joséphine, la coïncidence foudroie Fernand, son amitié avec Joseph, les persécutions dont celui-ci était victime de la part de Don Juan Spinoletto, à la fois frère de Joseph réclamant vengeance et important beau-frère de Don Pedro. Il aurait bien aimé mettre la main sur les biens de Joseph. Ses longues disparitions, son dernier retour, ses derniers instants après que César l'ait retrouvé blessé à mort par l'assassin masqué, et la fuite de César, désespéré de la mort de son ami, de devoir laisser derrière lui sa sœur, sa fille, écrasée par la somme des apparences trompeuses liguées contre lui. Bon, ça en fait beaucoup pour une pièce de théâtre, il fallait bien les éliminer. La condensation de plusieurs épisodes permet, elle aussi, la réduction de la masse narrative. Mais insistons, la réduction de la masse narrative ne s'applique évidemment pas au seul quantitatif. Ainsi, réduire à une seule narration dans la pièce la supplique manquée placée par Joséphine auprès du roi dans l'église de Sainte-Ildefonse, alors qu'elle est racontée plusieurs fois dans le roman, n'est pas une simple économie. C'est aussi une importante restriction narratologique, puisque la même scène était focalisée de plusieurs points de vue différents dans le roman, raconté par autant d'épistoliers. Donc on voit bien, c'est pas une surprise, que quand on adapte, on a tendance à dégonfler. Mais est-ce qu'on simplifie? Outre la réduction, un autre attribut souvent associé à l'adaptation consiste justement en une simplification de l'original. Globalement, cette conception spontanée est évidemment adéquate. On a vu par exemple la drastique extraction opérée par Queigné à partir du roman de Galard. Toutefois, toute généralisation risque de s'avérer trompeuse. Ainsi, tous les mélodrames ne se réduisent pourtant pas au système de personnages nus, éthiques. L'ermite du Mont Posilip, par exemple, a beau avoir beaucoup simplifié l'histoire de quatre espagnols, il n'en offre pas moins une insolite variation sur le système de personnages du genre mélodramatique. Trois des personnages obligés connaissent, dans cette pièce de théâtre, l'ermite du Mont Posilip, un redoublement. Joséphine, par exemple, est accompagnée de sa tante et est doublement victime, indirectement, de l'injuste condamnation de son père et directement des importunes assiduités du duc d'Arvilla.
Autre personnage obligé, mis à part l'innocente persécutée, c'est le sauveur. Alors ici, c'est Fernand, c'est lui qui est le sauveur. Directement, en retrouvant César caché en ermite, et indirectement, en soutenant son oncle l'ambassadeur, qui établit l'innocence de César de Sousa. Autre emploi obligatoire, le traître. Sa case structurale est doublement occupée par Hombre Negro, l'assassin rongé de remords, mais de manière ambivalente, par le séducteur, le duc d'Arvilas, orgueilleux grand d'Espagne, cherchant à venger la mort de son cousin assassiné. Le mélodrame montre ainsi que, dans la mesure où le remords efface le crime, le traître peut recevoir deux traitements dramatiques différents. Hombre Negro, qui est un vrai méchant, sera châtié, alors que le duc d'Arvilla obtiendra sa rédemption. Séducteur, certes, mais outré que Pedrillo ait tenté d'enlever Joséphine, même pour anticiper le plaisir de son maître, orgueilleux, certes, mais tempéré par la gentillesse de sa sœur, Doña Leonora, pour l'innocente persécutée. En un mot, différent de ce que le schème de coopération interprétative du spectateur anticipait à son propos. La valence du Darvilla s'écarte de celle de l'impénitent sybarite Don Juan Spinoletto du roman de Galard. Donc ici, ce n'est pas une simplification, c'est en fait une complexification. Le traitement romanesque du camp des méchants ne recourt pas à un tel redoublement, mais aux techniques du double fond. Don Juan Spinoletto, tout en cherchant à se venger de l'assassin de Joseph de la Torre, avait durant toute sa vie du malheureux tenté d'abuser de lui et de le dépouiller. Autre technique, mis à part le double fond, c'est le foisonnement. Il n'est que l'un des méchants du roman qui n'en manque pas, tous pourvus d'intentions différentes, se réalisant dans un écheveau d'actions entremêlées. Outre l'assassin et le sybarite, il faut aussi compter l'ambitieux Salomon van der Gel, des seconds couteaux comme Inigo Astucia et Mérétrica l'entremetteuse. Il y en a beaucoup d'autres, je vous saute ce plaisir. Simple pour l'adaptateur et pour le spectateur connaissant l'original, l'ermite du Mont Posillipe est le contraire complexe, complexe pour le spectateur fidèle, connaissant les lois du genre, qui voit bien l'ambivalence du duc d'Arvias contredire le manichéisme obligé du mélodrame. Chez Queigné, la dramaturgie de l'inadéquation des mots et des choses impose elle aussi de la complexité. C'est une complexité différente. Beaucoup de ces personnages ont des noms d'emprunt. Ils cherchent à préserver des mystères connus très inégalement des spectateurs. L'ermite au lourd passé, qui est un poncif de la fiction de l'époque, hérité du gothique, reconnu par Don Predo comme César de Sousa, fugitif recherché pour le meurtre de Joseph de la Torre. Hombre Negro, reconnu comme Ambroise, le valet de chambre de César de Sousa, par Joséphine, la fille de ce dernier, et Charlotte, sa sœur. Ces dernières sont arrivées à Naples sous le faux nom de Roidera, à la recherche du fugitif, qu'on apprendra donc injustement accusé. Mais quand on a un seul nom, il peut ne pas être transparent pour tous de manière égale. Ainsi, lorsqu'après avoir accepté de suivre Fernand pour donner sa version du meurtre à Don Pedro, l'ermite et Fernand croisent inopinément le chemin de Joséphine. Et le nom de cette dernière sert de prétexte à une petite dilation, deux petites lignes, dont Fernand. « Ah, nous n'avons rien à craindre, c'est ma chère Joséphine. » Et Sousa, à part, « Joséphine? Ah, celle qui porte ce nom est plus heureuse que ma fille, sans doute. » Évidemment, il en est le père, il ne le sait pas encore. Du côté des choses, comme ça on vient de voir les noms, du côté des choses, certains objets font office de signes trompeurs. Ainsi, Ambroise, croyant tuer son maître César de Sousa,
pour qu'il ne le démasque pas comme son voleur, avait en fait frappé Joseph de la Torre, l'ami hébergé par de Souza. Pourquoi? Parce qu'il portait la robe de chambre de son hôte. Du côté des interprétants théâtraux, certains personnages n'agissent pas selon leur fonction ou leur emploi. Troisième type de complexité. C'est-à-dire, ils n'agissent pas selon ce qu'en attendent les spectateurs ou les autres personnages. Hombre Negro n'accepte pas son argent. Il brave ses menaces. Il refuse d'agir contre Joséphine. Il fait promettre au duc de ne rien tenter contre elle. En un mot, il se conduit comme un homme d'honneur à la plus grande stupéfaction du duc, son patron. Pour le spectateur, il s'agit d'une autre pièce à verser dans le dossier du code herméneutique. Qu'a donc fait Hombre Negro qui déclenche un tel remords chez lui? Bonne question, puisqu'il y aura une réponse dans la pièce. Du côté des mots, la phrase théâtrale peut jouer d'un double sens. Seuls les spectateurs comprennent le sens de la réponse du duc à Donna Leonora, sa sœur, qui voudrait s'attacher Joséphine. Eux qui savent qu'en ce moment même, le duc réfrène son désir pour cette dernière. Leonora parle à son frère. « Vous êtes à un bien mauvais sujet, mon frère. » Le duc. « Mais pas trop. Je te donne en ce moment la preuve du contraire. » Évidemment, sa sœur ne comprend pas, mais le spectateur, lui, a très très bien saisi. Le père noble du mélodrame, lui, il aime frapper des maximes. Il n'en changera pas moins ses résolutions, frappé à son tour par la fierté de la réplique de Joséphine, dont il menaçait de percer le secret jalousement gardé. Joséphine. Que dites-vous, Seigneur? Je me permettrai de vous faire observer que lorsque je vous déclare notre résolution de fuir à jamais toute relation avec votre famille, vous n'avez pas le droit de chercher à dévoiler, malgré nous, des secrets que nous jugeons nécessaires. Don Pedro. Votre observation me plaît, signora, j'ai tort. Mais n'attribuez, je vous en conjure, ce mouvement irréfléchi qu'au vif intérêt que vous m'inspirez. Rassurez-vous, je respecterai vos secrets. Dans un échange entre Joséphine et Hombre Negro, aux réticences communicationnelles de l'un correspondent les interprétations complètement inadéquates de l'autre. À la plainte de Joséphine, l'infamie, voilà le plus grand des malheurs. Hombre Negro enchaîne, il en est un plus grand, signora, c'est le remords. Pauvre herméneute, Joséphine le regarde avec un étonnement naïf, alors que la coopération interprétative d'un spectateur familier du genre commence à lui faire entrevoir la vérité, il ne la connaît pas encore. Hombre Negro est coupable du meurtre dont le père de Joséphine est accusé. Enfin, dans la rencontre organisée par Don Pedro entre César de Souza et Hombre Negro, c'est la séquence du malentendu et de l'aveu qui résout l'inadéquation des mots et des choses. Souza tend les bras à Hombre Negro. Mon cher Ambroise, tu ne me crois pas coupable sans doute. Viens donc embrasser l'infortuné qui fut ton maître et ton ami. Hombre Negro. Quoi? Vous voulez auteur? Engloutis-moi. Souza. Tu gémis sur mon malheur? Ah viens! Et il s'approche de Monténégro, les bras tendus. Celui-ci recule, saisi de terreur. Hombre Negro. N'approchez pas, n'approchez pas! Surprise générale. C'est votre assassin que vous voulez embrasser. Mort de silence. Ça, c'est pas moi. J'aurais aimé être mélodramaturge. Souza. Toi? Mon assassin? Hombre Negro. Oui, Seigneur, si vous respirez encore, c'est que cette main s'est trompée en frappant Joseph de la Torre. C'est vous qu'elle croyait frapper. Outre cet insolite redéploiement dans la complexité, la microécriture tend aussi à replacer la situation dans un spectacle, à la rendre beaucoup plus visuelle. Chez Galard, le récit de la mort de Joseph lors du témoignage de César comporte 5 pages. Commence dans la cuisine, où César a cuisiné pour son ami retrouvé,
revenu sous l'orage de plusieurs années au service militaire du tsar. Au moment où Joseph veut se promener dans le jardin, à un moment où Joseph veut se promener dans le jardin, dans son récit rétrospectif, César se reproche d'avoir enfermé la chienne dans la cuisine alors qu'elle voulait accompagner Joseph, puis se reproche de ne pas avoir immédiatement réagi au hurlement de mort de la chienne et raconte finalement s'être mis à la recherche de Joseph, avoir trouvé son ami blessé qui a eu le temps d'une pleine page de repentir chrétien et de dernière volonté avant de trépasser dans ses bras, page écrite en discours direct, avant les exclamations que vous imaginez douloureuses de l'ami survivant. Alors non seulement l'adaptateur Quénier réduit-il la situation à quelques lignes, mais même s'il s'agit d'une action rapportée et non pas jouée, il trouve l'image des mains qui se serrent, des mains des deux amis, qui se serrent au moment ultime, ce qui laisse entrevoir à travers toutes les exclamations et d'horreur et de chagrin, ce que la conception du jeu sans sobriété de l'ambigu comique pouvait suggérer aux comédiens d'en faire sur scène. Il n'y avait pas de limite de temps chez eux. Hein. Il y avait juste 62 ou 63 pages, là on pouvait gonfler. Ce qui m'amène à, de tout ce que je vous ai raconté, là, qui était de la technique, et je suis entré un petit peu dans le détail, à me poser la question de savoir en quoi est-ce que tout ça pourrait ressembler, alors qu'on va parler de roman ultérieurement, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler à une configuration matricielle. Sans doute, après l'émergence du roman feuilleton, le processus adaptatif changera-t-il de direction? C'est plutôt le feuilleton qui sera adapté à la scène. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de ce qui était adapté. Alors c'était adapté de romans, mais c'était aussi adapté de la Bible, c'était adapté de contes, c'était adapté de récits médiévaux. Et donc l'illittérature, c'était de mettre tout ce stock imprimé à la disposition de gens qui étaient incapables de lire. À partir du roman feuilleton, c'est le théâtre qui devient second. La fiction populaire, aussi bien sous sa forme romanesque que sous ses formes adaptées, à la scène, à l'écran, à la radio, en bande dessinée, aura hérité de cette phase mélodramatique une configuration. On le voit en effet à partir de cet exemple particulier, la réduction carcassière ne se réduit peut-être pas elle-même à une opération simplette souvent décriée depuis dans l'histoire d'adaptation. S'il est peut-être un peu anachronique de parler d'industrie culturelle à propos du mélodrame, les adaptateurs qui y exercent avec leur tour de main spécifique n'entendent pas moins à s'en considérer les artisans. C'est à cet artisanat, sorte de nœud intermédiaire, que se tressent trois contraintes en amont. Une forte demande d'œuvres nouvelles pour alimenter les théâtres, des lois du genre instaurées par Pixerécourt, ainsi qu'une attention polysémiotique aux nécessités du spectacle scénique. Alors ça c'est la première partie du nœud intermédiaire, de l'artisanat du carcassier. La deuxième partie, ce sont les industries culturelles dérivées, parasites, comme la location de décors et de costumes pour les troupes de province, ainsi que l'édition de ces pièces de théâtre. Pour plus de 2 siècles, l'histoire de la fiction populaire française romanesque ou adaptée aura été surdéterminée par cette configuration matricielle alors innovante, dont je retiens 5 points, petit résumé de ce que je vous ai raconté. Il y a une forte demande d'œuvres nouvelles à l'obsolescence programmée. Il y a de fortes lois du genre afin de faciliter la réception, sous la forme cognitive dominante de la reconnaissance, reconnaissance dans le sens platonicien du terme, là. On comprend parce qu'on reconnaît. Troisième, il y a une attention à la spécificité des médias qui véhiculent la fiction. Quatrième élément de cette matrice, l'instauration d'un corps de métier culturellement subalterne, mais dont les membres n'en sont pas moins évalués à la fois par leur maîtrise de tour de main spécifique et par leur succès commercial.
Et enfin, cinquième trait de cette matrice, il y a une convergence plus ou moins forte d'industries culturelles distinctes, tentant de multiplier et d'optimiser les revenus de chacune des fictions. Dites-moi si ça ne ressemble pas au roman populaire tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Alors, comme vous êtes gentil et que vous m'avez accordé encore un petit peu de temps, si vous me permettez, je vais vous donner au moins un petit morceau du cinématographe. Là aussi, c'est subdivisé en trois morceaux. Est-ce que par hasard, les débuts du cinéma devraient quelque chose au théâtre? Deuxième question. Si on regarde une des thématiques, la principale du mélodrame, le pathétique, qu'est-ce qu'elle devient entre les mains des recycleurs en termes de feuilleton, de scène, d'écran, dans le cinéma, et de novélisation, c'est-à-dire de récits imprimés, tirés d'un spectacle, soit scénique, soit le plus souvent cinématographique. Et enfin, je terminerai par cette idée de l'archéologie d'une question. Alors, est-ce que, aux origines de cette culture médiatique, alors que, je vais essayer de le reprendre sous une forme un petit peu différente, on pense que le roman feuilleton, c'est-à-dire une innovation de format, a conduit à l'hégémonie de l'imprimé pour le reste du XIXe siècle dans la fiction populaire. Cette hégémonie a redistribué le théâtre et l'imprimé dans une configuration culturelle nouvelle, et surtout, elle a instauré une logique du produit dérivé. Un autre type de narrativité, et elle a permis aux dramaturges et aux romanciers qui thématisaient le pathétique, chacun avec ses ressources, selon les polarisations spécifiques du jeu et de l'immersion, d'explorer d'autres pratiques discursives valorisées par la presse. Qu'est-ce que c'était ces autres pratiques discursives? C'est essentiellement l'enquête et le sensationnel. Or, cette configuration nouvelle qu'instaure l'hégémonie du roman feuilleton, à son tour, elle va se voir bousculée à partir du début du XXe siècle par l'arrivée d'un nouveau joueur médiatique, le cinéma. Bon, ce dernier semble partir de loin, puisque pendant plus d'une décennie, après son invention, quoique technologiquement révolutionnaire, le cinéma avait commencé son intégration dans la culture commune, tout à fait au bas de l'échelle de la distinction, comme une attraction foraine, en ça comparable au mélodrame, qui lui aussi avait commencé, comme je le disais au début, dans les environs des spectacles de foire. Sa complexification sémiotique ne s'est effectuée que par des couches successives. Dès les films constitués de plusieurs plans, aux alentours de 1902, les vues animées se tressent à la parole du bonimenteur, hérité des spectacles de lanternes magiques. Et dès les premiers trucages de cinéma, qu'emblématiserait Méliès, la fiction cinématographique est modélisée par un genre issu du théâtre populaire, la féerie. Narratisation souple des trucs, métamorphose, subtilisation, transmutation, etc. Cette modélisation lui vaut des invitations dans des lieux beaucoup plus prestigieux que la foire, comme l'Olympia, le Châtelet, la Cigale. Alors, qu'est-ce que j'entends par modélisation? Il s'agit d'une gestalt technique ou artistique qui permet au public de métaboliser la nouveauté radicale du cinéma. Pour lui, tel film des Lumières, c'est comme une photographie, mais une vue animée. Tel film de Méliès,
C'est comme une féerie de théâtre, mais projetée. La modélisation semble s'imposer tout aussi bien à l'esprit des cinéastes. À partir de 1905-1908, en allongeant la durée de ses films, en s'étant un peu lassé des illusions à la Méliès et au moralisme à la Gaumont, et en voulant élargir du côté de la bourgeoisie le public de cette attraction foraine, le cinéma commence à avoir recours à des scénaristes, venus du théâtre, bien entendu. Avec le théâtre, le cinéma partage la performance. Il partage aussi l'effacement du narrateur. Il partage une diégésis mimétique. Il partage l'incarnation, ou plutôt la personnification. Si l'action est directement prise en charge par des personnages, incarnés par des comédiens, la nudité du cinéma, jusqu'au début des années 30, ne permet que de pauvres approximations de la citation, autre dimension déterminante de l'incarnation. Ce qui pointe en direction de ce que cet appariement théâtre-cinéma a de désynchronisé et de paradoxal. À cette époque, le prestige et les revenus du théâtre empêchent les dramaturges de discerner le potentiel du cinéma. Ça payait beaucoup moins. Même ceux d'ailleurs qui contribuaient par des scénarios. Et il faut dire que pour des virtuoses du dialogue, que sont les dramaturges, une sorte de théâtre sans parole ne pouvait résulter que d'un appauvrissement. Malgré tout, cette proximité entre les deux, entre le théâtre et le cinéma, conduirait à prédire l'existence de nombreuses pièces populaires adaptées. Or, après enquête, il semble bien que ce ne soit pas du tout le cas. Sans dénier l'importance déterminante des formats en matière de culture médiatique, en commençant par le roman feuilleton, s'intéresser à l'adaptation permet de mettre l'accent sur celle de la pratique des écrivains et de la mobilisation d'une culture partagée avec leur public, mais aussi sur sa plasticité. Avec le cinéma, ce ne sont plus deux, mais trois véhicules qui convergent: la scène, l'écran et le ciné-roman imprimé. Ça permet aussi de mettre l'accent sur sa dimension transnationale, bien antérieure à l'actuelle version de la mondialisation, qu'on connaît depuis les années 80. Dès les débuts du cinéma, le roman feuilleton compliquait déjà cette relation entre lui et le théâtre. Bien des pièces étaient elles-mêmes déjà adaptées de romans feuilletons. Par ailleurs, quand Gaston Leroux ait fait jouer quelques pièces, dont deux adaptations de ses récits, voire qu'il ait fait jouer Alsace en 1913, une pièce patriotique, qui a été adaptée par Henri Pouctal en 1915, ou que sa pièce co-signée avec Pierre Wolf, le Lys, ait été adaptée à l'écran en 1926, rien ne l'aura empêché de passer à la postérité, plutôt pour ses romans feuilletons, qui, eux, ont souvent été adaptés à l'écran, à la scène dramatique, lyrique et chorégraphique, en téléfilm et en BD, pas pour ses propres essais destinés à la scène. Pour évoquer le théâtre populaire porté à l'écran, gardons à l'esprit ce bruit dans le fond. C'est justement la présence parasite de l'imprimé en amont, sous les espèces du roman feuilleton, et en aval, sous celle du ciné-roman, qui permet de mieux comprendre la nécessité de ne pas tout réduire à un modèle dualiste. Observer la fortune des familles génériques comme le pathétique et le crime, c'est-à-dire mystère et transgression, permet de nuancer, de mieux discriminer les traitements que le cinéma leur réserve après sa phase primitive d'attraction foraine, c'est-à-dire à partir du moment où les films ne sont plus vendus, mais loués. Globalement, en augmentation tout au long du 19e et du 20e siècle, jusqu'à la fin des années 20, avec des moments de forte croissance, les recettes et la fréquentation théâtrale s'étaient doublées d'une spécialisation des publics. Le mélodrame, dont la fortune avait commencé à décroître, la longue faveur du vaudeville, du
Second Empire, en gros, jusqu'à la crise économique des années 30, et puis d'un déplacement du public populaire vers d'autres activités de loisirs, comme les bals, le cirque, plus tard le café-concert depuis le Second Empire, et le music-hall depuis les débuts de la Troisième République. Au tournant du siècle, le théâtre en général et le vieux répertoire du théâtre populaire à machine, mélodrame, cap et épée en particulier, avaient dû composer avec le théâtre d'éducation populaire, avec l'organisation de tournées nationales de spectacles parisiens, où le théâtre policier occupe une place significative, et avec les revues de music-hall. Bon, ça c'était pour vous donner un peu le contexte. En 1909, Pierre de Courcelles et Eugène Guggenheim, les fondateurs de la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, achètent les premiers, et à très bon prix, les droits d'adaptation pour le cinéma, et puisent dans ce répertoire théâtral, alors de plus en plus délaissé. Ainsi, le cinéma redonne-t-il un second souffle à l'increvable mélo d'Adolphe Dennery, Les deux orphelines. Ah. Et voilà, Les deux orphelines. Là, c'est leur version imprimée. Bon, je n'ai pas réussi à trouver le film de Griffith avec les deux sœurs Dorothy et Lillian, Orphans of the Storm. Superbe film. Si certains d'entre vous connaissent un petit peu l'Amérique du Nord, je vous suggère un arrêt à White River Junction, qui est une ville célébrissime, qui n'a pas survécu véritablement à la crise des années 30, qui était une ville industrielle, c'était un noyau ferroviaire entre New York et le Québec. Elle suit une vallée, et White River Junction, c'est l'endroit où un affluent vient se jeter dans la rivière, et il y a une petite chute d'eau. Griffith a filmé une scène d'hiver où la pauvre malheureuse, je ne sais plus laquelle des deux sœurs, se retrouve à s'enfuir, persécutée par un méchant qui voudrait bien la violer, et se retrouve sur un morceau de glaçon qui dérive sur la rivière. La scène est absolument authentique. Et quand alors, White River Junction a un hôtel qui date des années 20, en bois fait à la masse, là, qui a le nom d'un président de la République des États-Unis à cette époque. Et donc on a cette idée d'une Amérique ancienne préservée un peu comme dans un musée, ou plus exactement avec des boulamites. Et on a cette rivière qui est en dessous. Quand je l'ai vu, je me disais, mais il me semble que je connais ce truc. Hein. C'est à ma deuxième visite à White River Junction que ça m'est revenu que la scène, c'était vraiment la scène où la petite Lillian Griffith dérivait sur son glaçon. Et c'était une scène absolument authentique. Elle a été, on ne pouvait pas faire de trucage, là, elle était mise sur le glaçon. On l'a laissé dériver, puis il y a une chute. Donc on l'a attrapé, on n'a pas filmé la chute, il n'y a pas eu de chute, on l'a attrapé au lasso. Je trouve ça magnifique, le mélodrame, ça ouvre des perspectives, un paysage sans intérêt, autre que découvrir l'Amérique ancienne conservée dans ses boulamites. Là, tout d'un coup, se mettait à revivre pour des images que je venais y superposer par mémoire. Donc, Les deux orphelines d'Adolphe Dennery, c'est non seulement le film de Griffith qui est passé à l'histoire et qui date de 1922, mais il y en avait eu d'autres, des films français. Il y en avait un de Georges Monca et un autre d'André Capellani, qui je ne les connais ni l'un ni l'autre, j'aimerais bien pouvoir les voir. Ce qui nous donne que toute cette culture théâtrale, quand on prend cet exemple des deux orphelines, qui était déjà complètement vétuste à l'époque où les films ont été faits, ils avaient une sorte de respectabilité. On pouvait puiser dans ce thésaurus, et cette respectabilité, elle n'était pas du tout celle des critiques de cinéma, elle n'était pas du tout celle des gens qui tenaient un discours sur le cinéma en train de s'inventer. C'était tout simplement le public populaire qui reconnaissait l'histoire, notre modèle platonicien de tout à l'heure.
Et c'était une tradition qui pouvait survivre parce qu'un nouveau média la prenait en charge. Repris et développé par le roman feuilleton, le pathétique a déjà connu une mutation en roman de la victime qui transmet bien le mélodrame en l'ajustant. Conservateur, le pathétique se décline plus facilement en différentes formes médiatiques, tout en préservant l'horizon d'attente du public populaire. L'innocence persécutée, l'inquiétude empathique pour son sort, la juste rétribution des mérites. Le mélodrame se transmet tout d'abord par des adaptations. Je ne vais pas vous en donner trop, je veux juste, je vais être quand même obligé de raccourcir un petit peu, vous rappeler ce truc lui aussi complètement increvable, le chiffonnier de Paris, d'un auteur, Félix Piat, qui était un auteur anarchiste. Bon, je vous montre encore une petite image que vous connaissez peut-être là, Roger Lalonde. Voilà, une petite image, c'est terminé. Donc ce que je voudrais faire pour ne pas abuser de votre temps, c'est de terminer sur une chose qui me semble être plus importante, enfin, la leçon à la fois un peu méthodologique et épistémologique de mon petit trajet aujourd'hui. Là, j'utilise des mots un peu grandioses. Est-ce qu'avec tout ça, j'aurais constitué l'archéologie d'une question? Dès l'origine d'un média comme le cinéma, alors même qu'il est à la recherche d'un statut d'art, la gentrification théâtrale s'avère une impasse, sans pour autant qu'il recourt à son envers, qui serait la popification, qui est devenue la façon de faire actuelle. Bien plutôt, l'adaptation pour l'écran semble élire une stratégie non plus verticale, haut bas, mais plutôt transversale. Elle préfère s'inscrire dans une tradition de la fiction imprimée dont la longévité a consacré ses propres classiques. L'assurance du succès des classiques populaires, même vieillots, ne manque jamais de charme. Elle préfère profiter d'assises génériques pour que le public s'acculture à une nouvelle narrativité par le truchement de proto-genres familiers. Dans ces proto-genres, j'en ai étudié deux dans le livre que je voudrais consacrer à ça. Un dont je vous ai parlé, le pathétique, et puis l'autre, ça serait Mystère et transgression, ce qui a donné toute la famille du roman policier. Même si le cinéma français devait moins bien profiter ou moins développer que Hollywood cette propension à fonctionner par sérialité, par genre. Elle préfère tirer à son bénéfice le meilleur parti, moins de classiques individuels institutionnellement reconnus que de la proximité du théâtre. Celle des scénaristes et des dramaturges, celle d'une partie du dispositif narratif et celle du recours aux comédiens. Elle n'est autant comme une pratique que comme un carrefour sémiotique et médiatique. Ces récits relèvent aussi bien du roman feuilleton, de la scène, de l'écran, que du ciné-roman. Enfin, puis ça sera mon dernier mot, elle devait se découvrir elle-même en contact avec la spécificité, notamment économique, du nouveau média. Tel ne serait-il pas le fond archéologique de la question actuelle de la popification? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une question, puisqu'il ne va pas trop falloir qu'on tarde à rendre la salle? Est-ce qu'éventuellement il y a une ou deux questions qu'on peut échanger avant de se quitter? Vous avez impressionné tout le monde. Non. J'espère pas terroriser, ni trop ennuyé. Alors peut-être un petit mot pour finir. J'ai aucune prétention, j'ai pas de fanion à mettre sur l'adaptation. Il y a beaucoup de livres qui sont consacrés à l'adaptation, il y a des livres qui sont réellement très intéressants. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de l'adaptation. Ça n'existe pas. Donc le travail que je suis en train de faire, c'est pour, en quelque sorte, combler cette espèce d'espace qui me semble pourtant important.
Et la deuxième chose, pratiquement toutes les études qui sont consacrées à l'adaptation sont consacrées d'abord à des œuvres individuelles où sort que Alexandre Dumas ou Zévaco connaissent dans le processus adaptatif, mais il n'y a pas de vision d'ensemble qui parlerait en termes culturels, en termes d'histoire culturelle de la place de l'adaptation. Et il me semble qu'elle est intéressante parce qu'elle est complètement transversale. Il y a peu d'œuvres adaptées, le pourcentage est vraiment faible. Qu'on regarde par exemple à partir du cinéma, de la bande dessinée, des radioromans, ça a été, mais ça n'existe pratiquement plus. J'avais étudié pour certains d'entre vous, je me permets de ne pas désigner tout le monde, mais de regarder certaines. Vous vous souvenez sans doute de Signé Furax ou de choses sur Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg dans les années 60. C'était une partie, c'était des adaptations, une partie, c'était des trucs qui étaient écrits sur un coin de table et on distribuait aux comédiens les photocopies de ce qui venait de s'écrire et ils improvisaient ad lib sur ces trucs-là. Ce sont des pratiques culturelles qui sont intéressantes parce qu'elles ne ressemblent pas du tout à de la littérature. Pourtant, la littérature fait partie de cet ensemble de pratiques culturelles. La chose imprimée fait partie de cet ensemble. Ce que je vous disais tout à fait au début, qu'il faut sortir des chercheurs qui veulent travailler sur de la littérature populaire, l'idée que, bon, ils ont un strapontin dans une institution aussi noble que l'ENS, c'est une mauvaise idée. C'est juste que c'est parce qu'on n'a pas mis le bon contexte. Le bon contexte, c'est la culture médiatique. La culture médiatique, c'est cette façon de récupérer tout et n'importe quoi pour faire du récit, parce que le récit, il est vendeur, parce que le récit a besoin de s'adresser à la majorité, que cette majorité, on ne peut pas faire fond sur son encyclopédie. Quand mes enfants étaient jeunes, ils regardaient Ulysse 31, une bande dessinée, enfin un dessin animé japonais de science-fiction. Et mon fils aîné avait aucune idée de qui c'était cet Ulysse en dehors du personnage de la bande dessinée. Il adorait que je lui raconte des histoires en voiture, et comme la distance entre Québec et Montréal est assez longue, j'ai eu le temps de lui raconter l'Odyssée, enfin simplifié. Et il trouvait que finalement cette histoire c'était vachement meilleur que les bandes dessinées japonaises. J'en ai fait un lecteur, je suis extrêmement fier de moi. Donc cette idée que la littérature populaire, ça serait comme de la vraie littérature mais en moins bon, là, ça c'est un truc qui, comment dire, d'abord c'est faux, et surtout d'un point de vue et psychologique et épistémologique, c'est pas vrai. C'est destructeur. Si on veut penser, il faut penser dans d'autres termes. Alors quand on prend l'adaptation comme un angle transversal, là tout d'un coup vous vous dites « Ah oui, mais il faut mettre ensemble, de quelle façon, ça je ne sais pas très bien, mais il faut qu'on mette ensemble les ciné-romans, les pièces de théâtre qui étaient imprimées par Barba et par les autres, ils ont été nombreux à faire de l'argent avec ça, les radioromans, les signés Furax et compagnie, les adaptations en bande dessinée, tout ça c'est ça qui est la culture médiatique. C'est le fait que ça circule, que c'est un peu les mêmes histoires qui peuvent circuler. Et si ce n'est pas la même histoire avec le même thème, avec le même titre, c'est quelque chose d'apparenté. J'ai fait, comme tout le monde, des études en littérature, et ce que j'apprenais de la grande différence entre le roman du XXe siècle, le roman français du XXe siècle et les romans qui l'avaient précédé, c'était comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser, quand on veut faire de la littérature d'avant-garde, pour se débarrasser de l'idée de genre. C'est-à-dire une des sérialités possibles, une des sérialisations possibles. Vous avez au début du XXe siècle, à peu près au moment de la guerre de 14 et un petit peu après, une sorte de topos, des introductions, des romans, expliquant que non, il ne s'agit pas d'un roman. Donc ça, c'était un signe. Nous avons dépassé le roman. Le roman, c'était Zola. On s'entend, là, il y avait eu la crise du... Non, nous, on n'est plus du roman, on est autre chose. Et la forme qui était donnée, c'était une forme romanesque tout à fait ordinaire. Alors,
les études littéraires ont souvent suivi cette espèce de pente de dire le genre, enfin toutes les formes sérielles, tout ça, c'est pas vraiment de la littérature. Si on veut redonner une sorte de noblesse d'objet d'étude à la littérature populaire, il faut commencer par ça. Il faut commencer par se dire ouais, mais il y a quand même de la sérialité. Le genre en étude, là, bon, il a une certaine noblesse, lui, il nous vient d'Aristote, il y a quand même une sorte de distinction. Mais par ailleurs, les séries, les collections, les adaptations, les récits qui circulent d'un média à l'autre, les transnationalisations, un même récit qui peut être raconté de manière différente selon les pays dans lesquels il est raconté. C'est donc pas simplement de la traduction, là c'est vraiment de l'adaptation, parfois qui ne se reconnaît pas telle. Tout ça mérite d'être compris parce que c'est tout ça qui constitue la culture médiatique. Merci vraiment de votre patience. Merci à vous.